C'est parti. Eh bien, bonjour à tous. Alors, j'espère que ça doit fonctionner. Je tourne la tête vers... est-ce que ça marche vers là-bas? Peut-être qu'il y a un petit décalage, alors. Un petit décalage de réseau. C'est bon là pour toi, Sylvie? On est bien sur Facebook. On est bien sur la page ça y est, c'est bon. Qui va bien. Bon, ben, parfait. Si c'est bon, c'est bon. Eh bien, écoutez, on va respecter l'horaire, parce que tellement de fois que les réunions commencent en retard et que les gens perdent facilement 10 ou 15 minutes à attendre les autres. Pour une fois, on va respecter l'horaire de 21h. Alors, nous sommes réunis, comme vous le voyez, sur les réseaux sociaux, sur Facebook principalement, qui est qui est le réseau le plus utilisé ici à l'INA. Et sans comment dirais-je, épiloguer ou revenir sur les polémiques, nous avons dû nous rabattre sur cette solution technique d'un live en direct sur Facebook parce que la réunion publique que je souhaitais organiser n'a pas été possible. D'une part parce que la salle que l'on nous a donnée, qui est ici, vous pouvez même venir voir dans le parc de la Châtaigneraie, devant la Châtaigneraie, la réunion publique de présentation de notre équipe et du programme n'était pas possible. Voilà, derrière ça, j'avais proposé un débat au maire actuellement en place, puisqu'il y a, des remarques qui peuvent être faites sur la gestion antérieure et puis des observations ou des explications à donner sur des décisions qui ont été prises ces dernières années. Mais cette proposition a été déclinée ce matin, hier soir, et par conséquent, donc voilà, on se rabat sur un live. Alors, je ne sais pas si vous êtes habitué de l'exercice, moi pas du tout. Un live, c'est en gros une conférence en direct. Vous avez la possibilité normalement sur Facebook de poser des questions, mais j'en ai déjà reçu un certain nombre par email, alors par le site internet, puisque vous aviez la possibilité aujourd'hui de déposer ces questions. Je les ai notées et puis on va les aborder au fur et à mesure. Alors, ce que j'ai prévu, en gros, de vous dire ce soir et les sujets que j'ai prévu d'aborder, tout d'abord, c'est principalement de parler du programme que nous proposons de mettre en œuvre ici à l'INA, parce que c'est tout l'objet du scrutin qui aura lieu dimanche. Comment l'INA va vivre dans l'avenir, comment le programme va être mis en œuvre dans les prochaines années et quel est en quelque sorte le projet d'avenir que nous proposons pour l'INA. Alors, ce programme, on va demain le présenter à l'ensemble de la commune. C'est le calendrier normal de ce que l'on appelle la campagne officielle. Vous allez recevoir d'ailleurs dans vos boîtes aux lettres ce que l'on appelle l'enveloppe de la campagne officielle pour pour que vous puissiez avoir les circulaires, les professions de foi de chacune des listes candidates. Et puis, parallèlement à cet envoi, nous allons vous distribuer un autre document que vous allez recevoir dans vos boîtes aux lettres à partir de demain, qui est le programme électoral à proprement parler, avec une innovation particulière. Je ne sais pas si elle a été reproduite ailleurs, mais en tout cas, ça sera la première fois à l'INA. C'est que ce programme, vous allez le retrouver dans son intégralité, puisqu'il y a quand même près de plus de 100 propositions sur Internet. Et vous allez pouvoir, lorsque vous allez le consulter sur Internet, cocher les propositions qui vous semblent prioritaires, qui vous semblent importantes. Alors,
c'est pas ce qui va déterminer une programmation de façon, comment dirais-je, stricte, mais ça nous donne, nous, un indicateur sur ce que sont les attentes de la population et quels sont les besoins qui se font criants de façon les plus significative. Donc, ce programme, vous allez l'avoir sous forme papier, donc un petit fascicule une dizaine de pages, 8 pages, je pense, sous forme papier dans votre boîte aux lettres, et puis vous allez l'avoir sur Internet, où vous pourrez bien sûr cocher, comme je vous l'ai dit, les propositions qui vous semblent importantes. Alors, comment s'articule notre programme? Ce que je voudrais tout d'abord dire, c'est que ce programme, nous l'avions, comment dirais-je, conçu déjà depuis un certain nombre de mois, au regard, bien sûr, des besoins, de l'actualité nationale, de beaucoup de choses, mais nous l'avons également beaucoup amendé avec les propositions très nombreuses que nous avons reçues au moment de l'audit. Vous savez que nous avons organisé un audit à l'INA auprès de la population, de façon à ce que les uns, les autres, habitant dans les différents quartiers, nous fassent remonter quels étaient les besoins, les urgences. Et ça a très bien marché. Nous en avons reçu un nombre important. Et donc, nous les avons pris en compte pour pouvoir enrichir le programme que nous avions élaboré dans un premier temps. Et forcément, ça donne en finale un programme assez consistant, dans lequel nous avons fait bien évidemment un peu un tri. Nous avons mis en avant les propositions qui sont plutôt d'ordre général pour la commune, de façon à ce que tout le monde puisse s'y reconnaître. Et donc ce premier tri, eh bien, il apparaît dans ce que l'on appelle la synthèse du programme. Donc c'est le document papier que vous allez recevoir dans vos boîtes aux lettres. Et puis, la partie plus développée du programme, eh bien, comme je vous l'ai dit, vous l'aurez sur Internet. Ce programme, il s'articule avec 6 volets. 6 volets, pourquoi? Parce que nous avons voulu classer ce que, en quelque sorte, ce que la population a exprimé comme étant ses besoins les plus significatifs. Dans ces 6 volets, vous allez voir que nous les avons ordonnés de façon assez facile pour s'y retrouver, puisque chaque page de ce document est consacrée à un des volets. Et si vous en êtes d'accord, je vous propose de vous présenter ces 6 orientations importantes avec quelques propositions phares qui ont été mises en avant et que nous avons évaluées. Alors le premier de ces volets, eh bien, c'est le dynamisme de la ville. C'est vrai que dans beaucoup des réponses que nous avons reçues à l'audit, nous avons la même demande qui apparaît, celle d'une ville qui finalement a pris un peu le tournant d'une cité dortoir et dans laquelle, eh bien, ce qui faisait son dynamisme, son activité, même s'il faut reconnaître que c'était pas non plus, comment dirais-je, une ville touristique avec une activité très importante, il y avait quand même à l'INA des activités, des manifestations et un certain nombre d'événements qui faisaient que la vie locale existait, les gens pouvaient se rencontrer, on se sentait dans une petite ville de province. Bon, ça s'est un peu estompé avec le temps, je ne vais pas revenir sur les raisons, mais ce qui est certain, c'est que c'est une forte demande de la population sur l'organisation de ce dynamisme de la commune. Parmi les différentes propositions que vous allez retrouver, il y a un sujet que nous avons développé qui est celui du développement du commerce local. C'est un besoin qu'a la commune, c'est un besoin qu'ont les habitants et le commerce local, c'est un sujet qui est quand même assez difficile, il faut le reconnaître. Beaucoup de municipalités, à l'INA comme ailleurs, se frottent à l'exercice sans forcément réussir à vraiment dynamiser les choses. Nous, la solution que nous préconisons pour cela, c'est de ne pas vouloir faire le métier des autres à leur place. Il y a en France une organisation de l'activité commerciale qui se fait et qui est chapeautée par les chambres de commerce, et ces chambres de commerce proposent aux communes
toutes sortes d'outils, d'initiatives pour valoriser et dynamiser le commerce. Et donc, nous, la proposition que nous faisons, c'est de dynamiser le commerce à l'INA, faire en sorte qu'il se développe en apportant ce que nous, on peut apporter, le foncier, l'immobilier, la publicité, et un certain nombre d'autres possibilités pour faciliter les implantations, mais en le faisant en collaboration avec la Chambre de commerce et avec l'ensemble des entreprises et des personnes qui prennent des initiatives. Nous voulons également restaurer ce qui a été un peu supprimé pour le public des personnes dites les seniors, les personnes du 3e âge. Alors pourquoi? Parce que en fait, ce qui est important quand même malgré tout, et on l'a un peu à l'INA en ce moment, parce que l'on arrive à un moment un peu charnière dans la vie, où les gens arrivent à la fin de leur activité professionnelle et se posent la question de savoir où est-ce qu'ils vont passer leur retraite. Et c'est sûr qu'en étant dans une ville qui ne propose rien pour les personnes qui n'ont plus d'activité professionnelle et qui sont à la retraite, eh bien, ça donne pas envie d'y rester. L'idée, c'est véritablement de remettre en place ce qui existait, même si ce sont des petites choses, mais ça montre quand même malgré tout qu'il y a une vie pour l'ensemble de ce public, l'ensemble de cette population, et nous avons donc l'intention et nous avons fait le choix de bien développer ça. Le deuxième volet qui est important pour nous, c'est celui de l'entretien de la commune. L'entretien de ses équipements publics, l'entretien de ses voiries, de ses trottoirs, leur propreté et le renouvellement de l'ensemble de ce matériel, de l'ensemble de ce mobilier. Beaucoup des remontées que nous avons eues ont signalé un certain nombre de dérives dans la matière. On a fait une brève évaluation de la situation. C'est vrai qu'il y a quand même un peu de retard à rattraper, et donc il va falloir sur cette question mettre une priorité d'action pour assez rapidement, et quand je dis assez rapidement, c'est des domaines dans lesquels, entre le moment où on prend une décision et le moment où elle se réalise, eh bien il se passe un certain nombre de mois, voire d'années. Il va falloir donc que l'on prenne des initiatives relativement rapidement, parce que nous sommes dans une situation où les voiries commencent à se dégrader de façon inquiétante, et une voirie qui se dégrade, par exemple, dans sa fondation, eh bien, ça nécessitera à terme des travaux beaucoup plus importants pour la remettre en état. Si on se déplace dans l'INA, si on circule, par exemple, dans le centre-ville, sur la rue de la Division Leclerc, on fait tout de suite le constat que la chaussée est dégradée, avec des affaissements, des fissures, quelquefois même d'ailleurs les tuyaux d'eau potable lâchent, et donc tout ça montre bien qu'il y a une usure, un entretien qui n'a pas été optimum et qui nécessite que l'on mette en place un certain nombre de choses. Le troisième volet, il est apparu pour nous assez important et pour toute l'équipe, c'est celui de l'ensemble des actions que nous allons mener en direction du public, des enfants, des jeunes et de toute la population jusqu'à peu près l'âge adulte. Pourquoi? Parce que cette population est importante à l'INA, et quand on regarde ce qui leur est proposé, on se rend compte quand même malgré tout que pour une commune de 7000 habitants, on n'est pas au niveau que l'on peut trouver dans d'autres villes de notre taille. Ce qui est important quand même malgré tout, c'est que ce sont des jeunes qui sont méritants, qui ont du talent, qui, pour la grande majorité d'entre eux, ne posent pas de difficultés, même pour la totalité d'entre eux, de difficultés de comportement. Et la moindre des responsabilités pour des dirigeants publics, c'est de faire en sorte que cette jeunesse qui a la volonté de réussir et de progresser puisse le faire dans de bonnes conditions. Alors nous avons voulu faire un volet particulier pour cela, de façon à ce qu'il y ait un certain nombre d'initiatives qui soient identifiées, fléchées, pour être mises en œuvre et développer cette politique.
Parmi elles, je vais vous en citer quelques-unes. La première chose que l'on voudrait faire, c'est mettre en place ce que l'on a appelé un centre de loisirs forestier, c'est-à-dire une annexe du centre de loisirs qui soit située dans les espaces naturels de la commune. Alors, on va pas développer ici la faisabilité, mais c'est possible puisque la commune a à la fois un patrimoine foncier qui le permet, mais également des implantations déjà disponibles pour ça. Et ça va permettre d'avoir un accueil de l'ensemble du public des jeunes dans les centres de loisirs dans des conditions qui soient acceptables. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même des centres qui sont saturés et sur lesquels on ne peut pas dire que l'on accueille le public des jeunes et des enfants dans des conditions qui sont optimales. La deuxième initiative, c'est le City Park. On va en faire un deuxième qui soit disponible pour les jeunes qui veulent y jouer sans que les grilles soient fermées ou réservées pour les centres de loisirs. Bien sûr, viendra le sujet de la nouvelle école. Et je ne vous cache pas que c'est pour nous une préoccupation parce que nous avons constaté ces dernières semaines que beaucoup de choses ont été signées par la mairie actuelle qui engagent la collectivité dans un projet qui finalement est assez décrié. Celui de la réalisation d'une école dans un secteur qui est plutôt inondable, avec des terrains pour lesquels on avait déjà fait dans le passé des projets d'études et qui avaient montré donc qu'il y avait une certaine instabilité. Et pour un chiffrage, une école pour un chiffrage particulièrement élevé. Je ne sais pas dans quel état sera le dossier au moment où nous aurons à reprendre l'affaire en cours, mais bien évidemment, il est évident que nous allons revoir l'ensemble du processus et renégocier ou remettre en discussion l'ensemble de ce projet de façon à ne pas engager la commune dans une voie qui soit une voie difficile avec des financements qui vont être importants et qui vont être peut-être même difficiles à assumer pour la collectivité. Et puis bien évidemment, il y a énormément de choses à faire du côté de la dynamisation des écoles. Alors dynamisation, non pas qu'elles soient pas dynamiques, mais parce qu'elles n'ont pas aujourd'hui véritablement les moyens de proposer des activités, ou du moins à chaque fois que des enseignants à l'INA veulent faire une activité pédagogique, eh bien c'est la croix à la bannière pour obtenir un soutien de la collectivité. En fait, on a la chance d'avoir des personnels enseignants qui s'impliquent dans leur métier, qui ont envie de prendre des initiatives dans l'intérêt de nos jeunes et de nos enfants. Et par conséquent, la moindre des choses, c'est de leur enlever le souci du montage logistique et financier des initiatives qu'ils prennent. Donc il faut véritablement, sur ce plan-là, faire en sorte que la commune soit un acteur facilitateur de ce genre d'initiative, de façon à ce que les enseignants puissent s'engager dans des projets pédagogiques de façon facile et de façon soutenue. Et puis, l'autre point qui nous semble important pour nos jeunes, eh bien, c'est celui de l'accueil en collège. Et ce que nous avons décidé de faire, c'est de proposer au conseil départemental un terrain à l'INA, de façon à réaliser à terme un collège qui permettra sur l'ensemble du secteur, pas uniquement l'INA, mais l'INA et les communes voisines, d'équilibrer dans des conditions acceptables l'accueil des jeunes en collège. Donc nous allons, alors que c'est pas la responsabilité et la compétence d'une commune, mais nous allons quand même malgré tout nous impliquer sur ce dossier de façon à être un partenaire à la fois financier, puisque nous allons apporter le foncier, mais nous allons apporter également toute la viabilisation des terrains, c'est-à-dire toute la partie technique qui est pour un conseil général ou un conseil départemental qui voudrait réaliser ce type d'équipement qui est lourd et difficile. Et bien nous allons faciliter cela avec cette proposition. Et puis il y a un sujet qui remonte sans arrêt de la population et des différents quartiers, pour lequel il est urgent de faire quelque chose, c'est celui de la sécurité.
Beaucoup de gens se plaignent, ils ne se sentent pas en sécurité, sans parler de ceux qui ont été victimes d'une façon ou d'une autre de crimes ou de délits qui ont été commis ici sur la commune. Nous avons fait un audit de l'ensemble du secteur de la sécurité et de l'insécurité à l'INA. C'est assez inquiétant, même si je ne peux pas être alarmiste. Et il faut quand même reconnaître que tous les investissements qui avaient été réalisés sur la vidéoprotection, je dirais pas qu'ils sont perdus, mais en gros, ils ne donnent pas les résultats et ils ne tiennent pas leurs promesses. La situation du réseau de vidéoprotection aujourd'hui est particulièrement dégradée. C'est maintenant acquis. C'est devenu, comment dirais-je, une banalité maintenant dans tous les niveaux, y compris dans les forces de l'ordre. Et la politique qui a été menée avec la police municipale, le management de la police municipale ces dernières années, n'a pas permis de véritablement avoir une politique de protection de la population qui soit opérationnelle. Alors là, on va mettre les choses au clair. Il faut sur ce secteur-là, dans un délai très court, rétablir la protection de la population à l'INA. On s'est rendu compte que le réseau de caméras de vidéoprotection qui avait été développé et surtout situé au centre-ville, tous les quartiers extérieurs n'en ont pas. Enfin, aucun des quartiers extérieurs n'en a, pour dire les choses très clairement. Et donc, de ce fait-là, et en plus, c'est une notoriété publique, puisqu'il y a eu une diffusion de l'ensemble du réseau et de l'implantation des caméras de l'INA sur Internet, qui fait que, en gros, on sait en gros où elles sont et on sait où elles ne le sont pas, et ce qui facilite quand même beaucoup le travail des cambrioleurs et de ceux qui veulent faire des mauvais coups. Donc là, il est important, sous un délai relativement court, et quand je dis relativement court, c'est moins d'un an, de remettre à plat l'ensemble de la protection de la population. Ça comprend le réseau technique des caméras, et vous verrez qu'on fait un certain nombre de propositions techniques pour que cela fonctionne bien, et que cela fonctionne sur la durée. Et puis c'est également l'organisation des services de la police municipale et des ASVP. La politique qui a été menée ces derniers mois était celle du tout ASVP. On a voulu embaucher beaucoup d'ASVP, mais les ASVP, on n'en trouve pas non plus en nombre énorme pour les recruter. En plus, il y a des modifications qui sont en cours, puisqu'une loi est en discussion au Sénat sur la réforme de la police municipale, qui va donner aux polices municipales des pouvoirs supplémentaires qu'elles n'avaient pas jusqu'à présent, et qui vont faire qu'elle va s'apparenter petit à petit à la police nationale. Ça veut dire très concrètement que l'INA ne peut pas développer le secteur des ASVP et uniquement ça pour garantir sa sécurité, alors qu'à côté, on donne des pouvoirs à la police municipale pour qu'elle puisse être beaucoup plus opérationnelle qu'elle n'est aujourd'hui. Donc on va remettre tout ça à plat, on va voir comment fonctionne la police municipale pour lui donner des moyens techniques de réussir sa mission, pour voir si ses effectifs sont corrects par rapport au territoire de la commune qu'il est important de protéger, et par rapport à l'ensemble de cette organisation, de mettre en place une politique qui va nous permettre de garantir à la population d'avoir un niveau de sécurité qui soit acceptable dans une commune comme la nôtre. Je ne vais pas développer là-dessus parce que je ne veux pas être alarmiste et je ne veux pas développer l'idée que tout va mal et que la situation est dramatique. Mais il faut quand même reconnaître que le sens dans lequel tout ça a évolué ces dernières années n'est pas le bon, et que par conséquent, alors il n'est pas le bon parce que si l'on se compare à d'autres collectivités, on se rend bien compte qu'à l'INA, on est un peu à la traîne. Et donc par conséquent, ce que l'on va mettre en place, c'est une remise à plat de l'ensemble de cette politique, une réorganisation de façon beaucoup plus opérationnelle de l'ensemble des services et des moyens techniques, de l'investissement, mais vous savez, c'est pas forcément ce qui sera le plus significatif. L'investissement est nécessaire, est important, mais vous savez déjà, si on change les procédures, si on met en place une organisation véritablement professionnelle et efficiente,
eh bien, des résultats très vite vont apparaître. Un point, alors il me reste encore deux aspects à vous présenter. Celui sur lequel on va essayer de passer un peu de temps, c'est celui de l'urbanisme. Même si chacun a compris que la situation dans laquelle est la commune aujourd'hui est une situation relativement critique, sur laquelle il est important que la prochaine municipalité soit vigilante. J'en profite pour dire que toutes les municipalités que j'ai animées, de 1995 à 2000, sont des municipalités qui ont lutté pour éviter le bétonnage de la commune. Et si nous comparons notre commune sur cette période-là avec les communes voisines, par exemple, on se rend compte qu'à l'INA, alors que nous avons un nombre très important de terrains disponibles et de terrains sur lesquels les services de l'État nous imposent de réaliser des constructions, donc c'est-à-dire de les viabiliser et de faire en sorte qu'ils soient constructibles, eh bien nous avons quand même réussi à tenir la barre et à éviter qu'il y ait une fuite en avant dans l'urbanisation de notre commune. Pour tout vous dire, cette politique, elle a été difficile à tenir pendant un certain nombre d'années, et c'est ce qui a d'ailleurs provoqué un certain nombre de difficultés dont j'ai été moi-même le premier ou la première victime. L'ensemble de cette politique, elle a été à un moment très chahutée par les services de l'État. Je rappelle quand même que si nous avons eu des constructions avec des programmes immobiliers et du logement social en nombre important sur la commune, c'est pas parce que la municipalité qui était en place l'avait voulu. C'est parce que nous étions passés sous tutelle des services de l'État et que parce que nous n'avions pas tenu les objectifs qu'on voulait nous imposer, nous l'avions fait de façon tout à fait assumée. Et dans ce cadre de la tutelle sur les décisions d'urbanisme, eh bien les services de l'État nous ont imposé un certain nombre d'urbanisations qui n'étaient pas celles que la commune avait souhaitées. Je rappelle que nous avions réformé le plan local d'urbanisme, que nous avions été relativement modestes sur les ambitions d'urbanisation et que les services de l'État nous l'avaient rejeté, nous en avaient imposé un autre. Donc tout ça, c'est un peu de l'histoire ancienne, mais ça explique aussi beaucoup la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Pour ce qui est de l'équipe municipale que j'ai constituée, pour mener une politique dans ce domaine sur les prochaines années, nous sommes exactement dans le même esprit que ce que je viens de vous décrire. C'est-à-dire que nous considérons que l'INA est une petite ville, même une petite ville de province, si on peut dire, même si on est en Île-de-France, que l'esprit de notre commune, c'est plutôt un esprit village, c'est plutôt un esprit où les gens se connaissent, échangent et ont une convivialité qui est celle d'un village et pas celui d'une grande ville ou d'une cité. Et par conséquent, c'est ça que nous voulons défendre. Donc, la politique que nous allons mener est une politique d'une part de contestation de la loi SRU. La loi SRU, c'est celle qui impose la création de logements sociaux. Avec les dernières années qui viennent de s'écouler, l'INA a passé le cap des 25%, c'est ce que voulait l'État. Nous avions toujours freiné des cas de fer pour ne pas y arriver trop vite. C'est aujourd'hui en tout cas le cas, on a même dépassé les 25% de logements sociaux à l'INA. Et par conséquent, nous, ça va être notre cap, ça va être notre boussole, c'est-à-dire que nous ne voulons pas que la commune dépasse ce taux. Donc, les décisions qui seront prises, notamment par rapport au nouveau programme, seront des décisions qui auront toujours cette référence en tête. L'autre sujet qui nous semble également important, c'est toutes les spéculations immobilières qui sont en cours depuis un certain nombre d'années ici à l'INA et qui, en gros, intéressent des intérêts qui ne sont pas ceux de la commune. Nous avons toujours lutté contre ça. J'ai même eu maille à départir avec un certain nombre de promoteurs immobiliers qui voulaient me faire lâcher sur un certain nombre de points. Nous allons remettre en place cette politique. Il est hors de question que l'on vienne ici à l'INA construire des immeubles, comme on peut le voir dans d'autres communes, avec une cadence
tellement soutenue que l'on finit par ne plus savoir en fait qui sont les nouveaux habitants et qui sont les anciens. Donc ça, qu'on se le dise, hein, c'est une politique qui sera menée ici à l'INA. Nous aurons une politique de blocage des programmes immobiliers. Et pour être même très clair, nous allons reprendre l'ensemble des permis d'aménager qui ont été délivrés depuis 2020, et nous allons, sur l'ensemble de ces dossiers, vérifier, qu'ils sont bien en conformité avec les règles d'urbanisme. Et nous savons que dans certains cas, il y a eu des tolérances des yeux qui ont été fermés et qui ne sont pas acceptables. On oblige aux gens à respecter les règles d'urbanisme, y compris pour des Velux ou des portails. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas pour des immeubles. Et puis le deuxième point, c'est qu'on va demander à l'ensemble de ces promoteurs de financer en direction de la commune ce que l'on appelle les PUP, c'est-à-dire les programmes de financement qu'ils auraient dû verser à la commune et pour lesquels il manque très clairement les sommes qu'ils auraient dû verser à la ville. Voilà, donc sur cette question de l'urbanisme, que l'on se le dise, nous allons être plutôt directifs et exigeants. Et puis, bien évidemment, l'urbanisme est en lien direct avec le cadre de vie, donc il y a un certain nombre d'initiatives que nous allons prendre, parce que les communes maintenant ont pris le tournant, alors l'INA l'avait fait depuis longtemps, mais ont pris le tournant du développement durable. Et dans toutes nos décisions publiques, il faut que nous prenions en compte l'impact que nous pouvons avoir sur l'environnement. Quand on regarde comment fonctionne ne serait-ce que notre école au centre-ville, vous savez que le chauffage est tombé en panne plusieurs fois récemment. C'est un chauffage qui fonctionne au fioul. Ça ne se voit plus, y compris chez les particuliers. Donc ce genre de situation, alors qu'en plus, lorsque moi je suis parti de la mairie, un programme avait été mis en place précisément pour pouvoir mettre en place une centrale de chauffage plus moderne avec des sondes dans le sol qui récupèrent la chaleur du sol. Bon. Tout ça, ça n'a pas été réalisé. Même chose pour l'isolation des bâtiments de l'école des sources. Ces bâtiments n'ont pas été isolés, alors c'était une urgence. Ils sont aujourd'hui, alors à part les fenêtres que nous avons posées, les fenêtres avec double vitrage que nous avons posées dans les années 2015-2017, eh bien, ces bâtiments sont dans l'état où ils étaient lorsqu'ils ont été construits. Donc, inutile de vous dire que les déperditions de chaleur sont extrêmement importantes. Ce qui explique aussi la situation de la facture énergétique de la commune. Donc ça, c'est des retards qu'il va falloir rattraper. Et puis, l'autre sujet qui nous semble aussi important dans l'aménagement de la ville, c'est celui de la dynamisation, je crois qu'on peut dire, en tout cas de l'aménagement de la gare routière. Nous avons une gare routière à l'INA. En gros, il pourrait s'y faire beaucoup plus de choses. Pour dire les choses très clairement, la commune n'a pas saisi l'opportunité de cette gare routière, c'est la deuxième du département, et pourtant on a l'impression que c'est un arrêt de bus. Cette gare routière n'a pas de toilettes, cette gare routière n'a pas de lieu dans lequel on peut trouver des distributeurs de boissons ou des équipements, des services qui peuvent être utiles pour la population. Et pourtant, il y a un nombre important de lignes qui transitent par cette gare routière. Donc, ce qui va être important à mettre en place pour nous dans les tout prochains mois et les toutes prochaines années, c'est l'aménagement, le développement, la dynamisation de cette gare routière, de façon à ce qu'elle soit comme n'importe quelle gare routière dans une commune de l'Île-de-France, c'est-à-dire avec des équipements et des conditions d'accueil du public qui soient bonnes. On a actuellement, pour certaines lignes, un banc pour attendre le bus, sans abribus, pour se protéger. Tout ça sont des situations qui datent d'un autre âge et qu'il faut remettre à plat. Donc nous avons développé autour de la gare routière et dans la gare routière même un certain nombre de projets. La gare routière dépend directement de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay, mais la commune a bien évidemment un rôle important, un rôle moteur
pour permettre son aménagement. Et puis pour finir, je vais vous parler du dernier point qui nous a semblé important, c'est que vous puissiez retrouver à l'INA une commune dans laquelle la mairie et les élus sont au service de la population et sont au service des habitants. Alors je ne vais pas faire le procès de ce qui s'est passé ces dernières années, mais en tout cas, je peux vous faire la prédiction de ce qui va se passer dans les prochaines années si nous sommes élus. La mairie va devenir un lieu dans lequel vous allez être accueillis dans de bonnes conditions, avec des horaires qui correspondent à vos disponibilités, avec des élus qui vont être à votre écoute, qui vont vous recevoir, qui vont vous répondre au téléphone si c'est nécessaire, de façon à ce que vous ayez une relation avec l'ensemble de la mairie et l'ensemble des élus, qui soit une relation normale dans une commune. S'il y a des municipalités, s'il y a des élections municipales, s'il y a des gens qui se présentent, c'est précisément parce qu'il y a ce rôle et cette mission à remplir et que, bien évidemment, il ne faut pas qu'une fois que l'élection est passée, les gens rentrent dans leur coquille et ferment tous les ponts avec la population et toutes les relations et les échanges. Donc la commune va prendre ce tournant et en termes d'accueil des habitants, en termes de gestion des courriers des administrés, tout ça ce sont des procédures à remettre en place et à rendre de façon et à rendre opérationnelles beaucoup plus qu'elles ne sont aujourd'hui. Et puis je ne vous cache pas qu'il y a une situation particulière sur laquelle, alors je sais que c'est un sujet qui n'est pas toujours facile à aborder parce que c'est quand même assez technique, c'est celui de la gestion financière d'une collectivité locale. Au moins, on peut dire une chose, c'est que je crois que l'ensemble des listes qui se présentent, des candidatures qui se présentent aux élections municipales tirent le même bilan, qui était un bilan, comment dirais-je, incontestable. La situation financière de la commune est critique. Voilà, il faut dire les choses très clairement. Elle est difficile parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises, je ne vais pas en faire là encore le procès, mais qui sont des décisions qui ont porté à conséquence et qui font qu'aujourd'hui, la commune rencontre des difficultés financières que tout le monde connaît, puisqu'elle est obligée même de vendre son patrimoine pour pouvoir abonder son budget. Et donc, il va y avoir un travail de redressement financier important à réaliser. Ce travail, moi, je suis prêt à le faire, puisque c'est un peu le domaine dans lequel je suis, comment dirais-je, particulièrement actif, compétent, intéressé. Mais on va le faire avec un certain nombre de spécificités. La première, c'est que c'est toujours très facile de renflouer les caisses en allant taper dans la poche des contribuables. Ça, on se refuse de le faire. Aujourd'hui, la situation des ménages en France est telle que d'imaginer un seul instant que la fiscalité va pouvoir encore progresser, augmenter et écraser plus qu'elle ne fait les ménages français, c'est une aberration. Donc il va falloir le faire sans cela. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a quand même malgré tout des voies d'amélioration. La première, c'est celui de la renégociation de la dette. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais une dette d'une collectivité locale, c'est une dette qui est composée de taux fixes, de taux variables, et par conséquent, c'est une dette qui doit être toujours en négociation. Et par conséquent, il y a un travail à reprendre puisque la nôtre, elle est restée, si je puis dire, dans l'état où elle était il y a encore quelques années. Elle n'est pas du tout compétitive pour la commune, elle affaiblit la commune, elle rend la commune, elle fait baisser la crédibilité de la commune lorsque la commune va s'adresser à des organismes bancaires pour faire des emprunts. Si l'on a une commune qui est bien gérée et où les organismes bancaires voient que les décisions qui sont prises sont des décisions cohérentes, à ce moment-là, ils sont beaucoup plus enclins à venir soutenir la collectivité et lui financer ses projets. S'ils ont l'impression que tout part à volo, que les dépenses ne sont pas contenues et que même la dette, on ne sait même pas trop comment on va la gérer, eh bien forcément, ça pose des difficultés. C'est les difficultés dans lesquelles sont la commune aujourd'hui. Sur les dépenses de la commune, inutile de dire, chacun l'a vu, qu'il y a une progression des dépenses qui est particulière.
particulièrement significative et qui ne s'explique pas, qui ne se justifie pas. Voilà. Donc il est nécessaire, là encore, de remettre à plat les dépenses de la ville, de voir ce qui a justifié ou pour quelles raisons elles se sont envolées, et puis de revenir dans des situations beaucoup plus contenues. Ensuite, un point sur lequel je souhaiterais finir, et qui est malgré tout un des points déterminants dans le document que vous allez recevoir dans les prochains jours, c'est celui de la démocratie participative, pour reprendre les grands mots à la mode, mais que nous, on a appelé la gouvernance partagée avec les habitants. L'idée, c'est qu'une municipalité qui pense pouvoir fonctionner toute seule, en autarcie, en prenant des décisions dont elle estime d'emblée que parce qu'elles viennent d'elle, elles sont bonnes, eh bien, c'est une municipalité qui n'est plus crédible très vite. Et si une municipalité ne met pas en place des connexions avec les habitants, ne fait pas des échanges avec la population pour essayer de comprendre où sont les besoins et ce que sont les attentes, eh bien, très vite, son travail est un travail négatif et on en arrive à une situation qui est un peu celle de la commune aujourd'hui. Nous voulons, nous, restaurer cette concertation avec les habitants, même si ça restera le conseil municipal qui prendra des décisions, mais il est important qu'en amont du conseil municipal, eh bien, les quartiers, les personnes concernées, les usagers, les administrés aient été consultés et aient pu émettre leur point de vue, leurs idées, leurs projets, certaines fois même leur opposition. C'est la raison pour laquelle nous allons réactiver ce que l'on appelle les comités consultatifs. Et dans le document que vous allez recevoir, la dernière page, celle qu'on appelle la 4e de couverture, est consacrée dans sa partie basse à cela. Vous allez avoir la possibilité, pour ceux d'entre vous qui le souhaitent et qui s'y intéressent, de participer à nos comités consultatifs. Les comités consultatifs, ce sont quoi? Ce sont des comités, des réunions qui se tiennent sur différents sujets, le comité scolaire, le comité culturel, le comité finance, le comité urbanisme. Et ces comités vont avoir à porter des décisions et des avis sur chacune des décisions qui vont être soumises au vote du conseil municipal. C'est-à-dire qu'avant le vote du conseil municipal, toutes les délibérations seront passées par les comités. Et donc, la population, les personnes qui vont participer à ces comités auront la possibilité, avant que la décision soit prise, de pouvoir dire « attention, une erreur va être faite », ou d'apporter même des améliorations, des amendements qui vont rendre les projets et les propositions encore plus intéressantes qu'elles n'étaient au départ. Donc ces comités, eh bien, nous allons les ouvrir, vous allez pouvoir vous signaler pour y participer. Pour cela, vous avez une liste qui vous est donnée sur ce document. Vous pourrez également vous connecter sur Internet et choisir les comités dans lesquels vous souhaitez siéger. Et puis ensuite, nous allons faire en sorte que chacun puisse eh bien, participer à la vie de la commune. Alors je vous rassure tout de suite, les comités ne se réunissent pas toutes les semaines, hein, ça reste quand même des réunions qui sont avec un nombre assez modeste. Il faut compter à peu près 2 à 3 réunions par an. Donc vous voyez, ça reste quand même tout à fait acceptable. Certains comités sont plus actifs que d'autres, mais l'idée c'est que vous puissiez par ce moyen-là, eh bien, être informé et agir sur la gestion de la ville. Voilà. J'espère, en tout cas, alors c'est vrai que c'est un monologue, c'est difficile. Vous observerez, pour ceux qui ont posé des questions par Internet aujourd'hui, que j'ai pu aborder les questions que vous avez posées en cheminant dans la présentation de notre programme. Si vous aviez bien sûr d'autres questions ou des précisions à nous demander, eh bien, n'hésitez pas bien sûr à le faire au travers de nos réseaux sociaux, de notre site internet. Bon, depuis que l'audit, alors avant aussi, mais depuis que l'audit a été fait, on a souvent des personnes qui nous signalent les difficultés qu'elles peuvent rencontrer ou qui nous demandent de notre avis ou notre intervention sur différents sujets, donc n'hésitez pas à le faire. Moi-même, je me déplace sur place pour aller voir, parce que bien souvent, c'est de visu qu'on se rend compte de la réalité des situations.
Et donc, au travers de cela, eh bien, il peut y avoir un échange, bien évidemment, pour ça. Voilà. Donc, ne ratez pas le programme dans vos boîtes aux lettres et venez également participer au comité consultatif si les sujets de gestion de la commune vous intéressent. Merci de votre attention et puis à très bientôt, j'espère, en tout cas pour le scrutin de dimanche auquel j'espère beaucoup d'habitants de l'INA viendront participer. Bonsoir.